Bonjour à toutes et à tous, je suis Barthélémy et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités atypiques et remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je rencontre Antoine Girard qui m'a été recommandé par Romain, un super auditeur. J'ai tout de suite accroché avec son profil atypique. En effet, Antoine mélange alpinisme et parapente. Il réalise des expéditions complètement folles aux quatre coins du monde dans lesquelles il grimpe les plus hauts sommets et s'envole pour des distances incroyables. Il nous explique son désir d'affronter ses peurs et la façon dont il adore se confronter à ses propres limites. Pour lui, réussir, ce n'est pas réussir une expédition, c'est réussir à se dépasser. Vous comprendrez vite qu'Antoine n'est pas un sportif ordinaire et qu'il est tout simplement passionné. Juste avant de commencer, j'ai 2 messages à vous faire passer. Vous le savez sûrement, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller très loin, notamment aller chercher des sportifs très connus mais aussi être relayé par des grands médias. On en parle très souvent dans le podcast, un exploit se fait toujours en équipe et grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast, pensez à en parler autour de vous. Mais surtout, pensez à le noter sur iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à trouver des invités et à faire connaître le podcast. Si vous l'écoutez sur Spotify, sachez que vous pouvez depuis peu très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Vous pouvez aussi faire un screenshot de votre application. Je vous rappelle donc le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités incroyables. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui ressort. J'y partage mes bons plans, que ce soit sur de la santé, du sport, du matériel et de la préparation mentale. Allez, je vous en dis pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Antoine Girard. Salut Antoine. Bonjour. Bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez toi, à Valence, ou plutôt chez tes parents. On a fait un petit détour dans ton bureau. Je suis vraiment hyper ravi de te rencontrer parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer l'interview. J'ai vu énormément de belles images, j'ai vu des paysages que je connaissais même pas, des pays que j'avais jamais visités, j'ai vu même des panoramas et plein de choses incroyables. Donc de toute façon, on en reparlera, mais je recommande vraiment les auditeurs à aller te suivre un petit peu sur les réseaux parce que tu crées du contenu magnifique. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser. Mais juste avant ce que j'ai un peu préparé, comme je te le disais, je commence toujours par une seule et même question. C'est de savoir quel est ton premier souvenir d'aventure. Et pour moi, l'aventure, c'est un peu complexe parce qu'il y a le sport et l'aventure. Et si je remonte le plus loin possible, mais en fait, j'étais au début, quand j'étais grimpeur, je faisais beaucoup d'escalade, donc escalade en salle, escalade sur le site naturel, mais dans un milieu un peu aseptisé. Et mon premier vrai souvenir d'aventure, c'est quand les copains m'emmenaient en montagne. C'est-à-dire qu'on sort des chemins battus, on va sur des choses qui sont pas aseptisées, c'est les risques de l'alpinisme, la montagne, et moi j'ai toujours avancé sur des choses qui peuvent faire peur, hein, c'est d'escalade et tout ça, mais il n'y a pas de danger en réalité, réel. Alors que là, en alpinisme, on se retrouve milieu de nulle part, milieu des montagnes, des glaciers, de la neige, et en ayant on se dit, on met un pied à côté, quasiment on est mort. Donc voilà, pour moi, ça a été la grande aventure. Alors c'était une petite sortie dans les écrins sur les 4000 mètres, mais pour moi, c'est resté quelque chose qui m'a marqué et qui m'a dit, tiens, ça me fait peur, je reviendrai un jour. C'est génial. Tu te souviens à quel âge c'était à peu près? Je dirais 13 ans, c'est ouais. Loin, hein, mais... Dans 13 ans, 4000 mètres, moi je crois qu'à 13 ans, je faisais mon premier 3000 déjà et j'étais déjà super content. Et c'était une bonne rando, quoi. Tu vois, c'était pas ça. Et ça t'a excité, du coup, tu parles du danger et de la peur de la mort, c'est ça qui t'est un peu attiré? Peur de la mort, non, c'était parce que je savais que tout le monde va en montagne, on ne meurt pas forcément, mais c'est juste qu'on peut sentir le danger beaucoup plus que sur un mur en intérieur. Et disons que ça, c'est pas ce qui me fascinait, mais c'est à mon adolescence, en fait, j'avais un petit peu peur on va dire, de la vie. Et tout ce qui me faisait peur, je l'acceptais pas. Donc pour contrer ça, tout ce qui me faisait peur, j'allais contre et je voulais surmonter ma peur.
D'accord. Ok. Donc l'idée, ben voilà, la montagne m'a fait peur. Je vais y aller et je vais dompter ma peur. C'est incroyable ça. Et tu sais d'où ça vient, cette volonté de vouloir dompter sa peur? Non, peut-être un manque de confiance en soi ou je sais pas. C'est peut-être non, difficile à dire. Ok, c'est marrant. Bon, peut-être que les psychologues qui nous écoutent s'en donneront à cœur joie, mais c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, je suis assez subjugué parce que euh, le fait de vaincre ses peurs, c'est quelque chose, tu vois, qu'on essaye, qu'on essaye de plus en plus d'apprendre aux enfants, qu'on essaye de plus en plus d'apprendre tôt. Est-ce que toi, justement, t'as des petits tips ou des petites routines que tu avais pour vaincre tes peurs, ou est-ce que tu avais des petits gris-gris? Et non, malheureusement, à part prendre mon courage à deux mains et y aller, j'ai rien trouvé d'autre. Et moi, ça m'a vraiment manipulé jusqu'à mes 20 ans. Après, plus du tout, mais jusque-là, ouais, je cherchais tous les moyens pour le faire, et parfois on n'y arrive pas. Et on met plusieurs années, des fois, à passer au-dessus. Ouais. T'as des peurs comme ça qui t'ont duré plusieurs années à dompter? Non, maximum 1 an ou 2 ans, mais il y en a certaines oui, qui ont beaucoup résisté. Ok, tu pourrais nous dire lesquelles? Je sais pas, chose toute bête qui peut faire rire, mais par exemple, quand j'étais petit, j'étais complètement phobique des araignées. Ça m'a mis au D'accord. moins 2 ans avant d'arriver, rien que de l'approcher. Alors maintenant, aucun souci, je peux le prendre dans les mains. Bon, je suis pas fan non plus, hein, mais il n'y a plus une peur maladive. D'accord, ok. Ah, ouais, c'est C'est des dingue. petites choses. Ok, génial. Euh, et du coup, tu t'es mis à l'alpinisme et avant, tu faisais de l'escalade en salle. Euh, c'est- à quel moment t'as commencé à te dire que c'était ça que tu voulais faire de ta vie? Et à quel moment tu t'as commencé à te dire ah ouais, les expéditions, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de construire ma vie? Alors en fait, ça, je me suis jamais vraiment dit. Clairement, pour moi, c'est un loisir, c'est une passion, c'est envie d'y aller, tout ça. Et cette envie-là, je l'ai eu très tôt, en lisant pas mal de bouquins de littérature de l'époque, les Messner et compagnie, qui me faisaient Ouais, rêver dans le milieu alpin, soit dans l'Himalaya ou chez nous. Et ça m'a fait rêver en disant un jour, faut que j'y aille, faut que j'aille tester. Mais de là à en dire que quelque part je vais en vivre et je vais en faire ma vie, non, ça n'a jamais été. Même je l'ai fait très très tard, parce que pour moi c'était du loisir pendant presque 15, voire 20 ans. ouais, Ça fait assez récemment où je dis, ben oui, finalement, j'en fais ma vie. ok. T'as eu un déclic ou pour te dire j'en fais ma vie ou C'est pas du tout un déclic, parce que j'ai plutôt fui, c'est juste l'envie d'en faire de toujours plus. On revient d'expé, quand on rentre, la première chose qu'on pense, c'est à repartir. Et ouais, j'ai enchaîné mes expéditions qui ont bien marché, où les sponsors, ils venaient d'eux-mêmes, et c'est pas forcément moi qui allais démarcher. Et en fait, le fait d'avoir des sponsors qui donnent un peu d'argent permet de repartir plus tôt. Et à force ouais. de partir, à un moment, on n'a plus le temps d'aller travailler, donc faut faire autre chose. Donc partir en expé. Ouais. Bah, du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, toi, tu as une discipline qui est assez particulière parce qu'en fait, tu mélanges l'alpinisme et le parapente. Euh, à quel âge tu as découvert le parapente et comment est-ce que tu t'en es venu à mélanger ces deux disciplines? Alors après, pour pouvoir y répondre, il faut revenir un petit peu en arrière, quoi, sur Ouais. ma entre guillemets carrière, où j'ai fait plein de sports, mais les sports principaux, c'était l'escalade de compétition pendant des années, où je passais en alpinisme, où j'ai fait pas mal d'expéditions en Himalaya, un peu partout dans le monde. Et à la fin de cette période d'alpinisme, j'ai un copain qui est venu me voir pour me dire, ben voilà, moi je veux créer le parapente le plus léger du monde, est-ce que tu veux le tester? Je veux le tester. Ok. Et pour le tester, oui, bien sûr, mais surtout pour faire une publicité, l'idée c'était de redescendre dans 8000 Ok. en parapente. Moi, je ne connaissais pas le parapente du tout, donc je me suis mis 1 an à voler presque tous les jours pour redescendre, c'était le Broad Peak à l'époque, Ouais. du sommet, et j'ai appris le parapente comme ça. Et ça m'a plu, et derrière, j'ai tout doucement laissé tomber l'alpinisme pour aller au parapente, et j'ai Ouais. fait pas mal d'années quand même là-dedans, et tout doucement, j'ai l'impression d'être arrivé un petit peu au bout de ce que je pouvais faire en parapente, et ben j'ai envie de mixer un peu tout ce que j'ai fait. Donc mixer l'escalade, l'alpinisme et le parapente. D'accord. Et c'était en quelle année, du coup, ce challenge? Alors moi j'ai commencé le parapente le tout début janvier 2007. D'accord. Et alors l'expédition 2007 sur le Broad Peak n'a pas eu lieu, c'était repoussé en 2008, et je l'ai tenté en 2008 et 2009. D'accord. Malheureusement, on n'a pas pu faire le sommet, donc j'ai volé de là-haut aux environs un peu plus de 7000 mètres, mais pas du sommet. D'accord, ok. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé en 2008 et en 2009? 2008, alors oui, ça doit être 2008-2009. 2008, en fait, j'ai fait une crise d'appendicite. À 8000 mètres d'altitude, À 8 quoi. mètres d'altitude, j'étais Wow. avec une copine, on est partis tous les deux pour enchaîner le Broad Peak G1, G2. Ouais.
Et cette copine, c'est Elisabeth Revol, que beaucoup de gens connaissent en milieu d'alpinisme. On est partis tous les deux, et en fait, la première semaine, je fais une crise d'appendicite. On arrive quand même à s'acclimater, on monte à 7000, et puis là, moi je suis évacué, et ça a été assez compliqué. Ça m'a bien marqué dans la vie, parce que j'ai failli en fait y rester quelque part, parce que quand on est au pied sur un 8000, si on a une maladie comme l'appendicite, normalement on meurt, et si on n'est pas évacué assez rapidement, voilà, ça peut être problématique. Et moi j'ai mis 16 jours entre le début de l'appendicite et l'opération, donc on a eu assez peur. Ah ouais, t'as dû morfler, non? Parce que ça fait hyper mal, non? Mentalement, oui. Non, physiquement, non. J'avais beaucoup de médicaments. Par contre, on avait des médecins sur place, donc ils me donnaient des antibiotiques et des antidouleurs. Donc ça, c'était pas le problème. C'était plutôt qu'en fait, quand on attend les secours qui peuvent pas venir à cause du mauvais temps, le temps est très très long. Tu te dis quoi d'ailleurs à ce moment-là? Eh ben, pas grand-chose, hein. On peut pas perdre espoir. Ouais. Moi, je sais que avec les médecins qui j'étais, ils me donnaient une espérance de vie de 10 jours. Donc, tu diras, mais t'as le temps, c'est bon, ça va se passer. Puis on est arrivé au 11e, 12e, 13e jour. Et là, au niveau mental, ça commence à être dur. Où les médecins me disaient, ça serait bien que tu appelles ta famille, que tu leur dises que, voilà, que t'es pas bien. Ils me préparaient, en fait, à qu'il y ait une chance que je revienne pas, quoi. Ouais. Et donc oui, non, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai fait après mon opération et mon retour en France, pendant plusieurs mois, je me réveillais au milieu de la nuit en transpirant, en me disant c'est mes dernières heures, quoi. Parce que là-bas, tu veux pas dormir, tu risques de mourir, tu dis je vais en profiter. Tu veux profiter des instants, et pendant plusieurs mois, je me suis réveillé au milieu de la nuit en cauchemar, et voilà, ça a mis du temps à passer. C'est dingue. Et voilà, et après pour 2009, j'étais encore avec Elisabeth, on partait sur un projet Broad Peak K2, mais là la météo nous a cloué au sol, et on n'a fait aucun sommet, on est passé un mois dans la tente à attendre le beau temps, et on est parti, si on a eu ras-le-bol. Ok, tu C'est le m'étonnes. problème de la montagne. Ouais. Donc là, ça fait 2 ans de suite, tu tentes une expédition. À chaque fois, ça se solde du coup un peu par beaucoup d'apprentissage. Certains pourraient apprendre ça de l'échec. Qu'est-ce que tu te dis pour repartir la 3e fois? Comment est-ce que tu vas chercher un peu les ressources mentales pour dire allez, je le retente, quoi? Alors après, les échecs, j'en ai beaucoup plus que ça. Sur les 8000, en fait, j'en ai fait même aucun, parce que je suis allé sur le Shoyu, où j'avais abandonné à 7007, je crois. J'ai fait en le 2004, c'est ça? 2004, le K2 en 2006 en solitaire, où j'ai abandonné un peu plus de 8000, je sais pas combien. Puis après, il y a eu 2 fois le Broad Peak encore, voilà, où c'est échec. Mais après, c'est très personnel l'échec. C'est où est l'échec? Pour moi, si je vais, par exemple, je vais faire une expédition, et puis j'y vais, au bout de 15 jours, je fais mon expédition, j'ai fini, je rentre, c'est un échec. Je suis pas allé au bout de moi-même. Moi, j'y vais pour me découvrir et me dépasser. Par contre, faire une expé où il n'y a pas le sommet, mais je suis allé au bout de moi-même, je suis découvert, pour moi, c'est une réussite. Ouais. Pour moi, la réussite idéale, dire vraiment où je serais satisfait de moi, c'est arriver au bout de l'expé, mais être au bout de moi-même en me disant j'aurais pas pu faire plus, je l'ai fait et je reviens. Ouais. Faire un sommet trop facile, non, ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça dépend où est l'échec, où est la réussite. Voilà, moi par exemple sur le K2, je suis monté à plus de 8000, j'étais seul, sur plusieurs camps, j'étais le premier tout le temps en haut. Voilà, j'ai réouvert la voie, c'est une voie qui est parcourue, mais j'étais le premier de l'année à aller dessus sur toute une partie. Moi j'étais hyper satisfait, j'étais hyper content. Pas fait le sommet, certes, mais moi je me suis fait plaisir, je suis au bout de moi-même, j'ai adoré. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, et c'est une très belle façon de voir les choses, de dire que peu importe, la réussite, c'est d'aller au bout de soi-même et pas forcément au bout de la réussite physique, si tu veux. En tout cas, donc, je trouve ça hyper inspirant. Donc, Mais c'est vrai uniquement si on travaille, si on le fait les choses pour soi et pas pour des partenaires, des sponsors ou tout ça, parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est que tu arrives en haut, que tu fasses une réussite, qu'on parle de toi. Pour moi, c'était une réussite parce que j'ai toujours fait les choses pour moi et pour mon plaisir. Et moi, mon plaisir, je sais où il est et je vais le chercher. Ouais, mais tu fais bien de le rappeler en tout cas, parce que effectivement, si on fait tous du sport, je pense que c'est pour soi avant tout, pour prendre un maximum de plaisir plutôt que effectivement de le faire pour les autres. T'as mentionné des sponsors, t'en avais déjà quelques-uns à l'époque? Très peu. Ouais, très peu. Bon, on reviendra sur le sujet. Après, mais moi je veux savoir si dans toute cette période un petit peu où effectivement effectivement on pourrait dire que c'est des échecs, est-ce que tu as eu des moments de doute, ou est-ce que tu as eu des moments où justement tu t'es dit peut-être que là j'ai frôlé la mort, est-ce que finalement je suis pas un petit peu trop loin dans l'aventure et dans l'expédition?
Alors moi, quoi, chacun évolue comme il veut, comme il entend. Moi, c'était si je fais toutes ces expéditions, c'est pour m'explorer moi, mes capacités, ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Et évidemment, à chaque fois, on avance, on va de plus en plus loin, jusqu'à se dire ah là c'est limite, là c'est dangereux. Ouais. Et je sais que quand on fait des expéditions, personnellement, quand je fais des expéditions, à chaque fois, c'est pour aller plus loin, voir ce qu'il y a après. Et dès que je sens que je suis au bout, qu'il y a vraiment du danger, j'arrête. C'est pour ça que typiquement, l'alpinisme, à un moment, je dis je suis allé au bout. J'ai trop vu la mort, je sais que si je continue, c'est moi qui vais y passer, je change et je suis passé au parapente. Et parapente, je vais au maximum, quand je suis au bout, là je passe un mix entre parapente et l'alpinisme. Okay. Et c'est des choses nouvelles. Moi j'ai besoin de nouveau et d'aller voir des choses nouvelles. Okay. T'as eu des petits accidents ou t'as frôlé la catastrophe des fois en parapente? Parce que tu dis que t'es allé au bout, c'est peut-être bon. Oui, frôler la mort, oui et non. Moi j'essaie toujours de garder des marges. Tout ce que je fais, je garde une marge. Et comme tous les sports, entre guillemets, à risque, il y a des aléas. Bien sûr. Ces aléas mangent cette marge. Et quand je sens que même avec les marges que je prends, que la marge n'existe plus, je me dis que là, j'ai frôlé la mort. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais je me dis, là, j'avais plus de marge du tout. Et là, pour moi, c'est trop loin. Parce qu'on a besoin de ce tapis de confort. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de vraie frayeur en parapente où je dis, là, c'est les dernières secondes. Mais plusieurs fois, j'ai mangé cette marge et pour moi, c'est trop loin. D'accord. Et du coup, là, en tapant ton nom un petit peu sur Google, j'ai vu que tu étais l'homme qui était allé le plus haut en parapente, que tu avais ton nom inscrit au Guinness. Est-ce que quand tu avais prévu de faire l'expédition, c'était un record que tu cherchais ou c'était quelque chose de subsidiaire qui est venu avec l'expé finalement Alors, je dirais oui et non. Je suis parti dans cette expédition-là. Alors c'était ce qu'on appelle un vol bivouac au Pakistan. Je partais avec mon parapente, ma tente et faire 1200 km au Pakistan. Je l'ai organisé de manière que je tourne autour des 5 sommets de 8000 mètres du Pakistan. Parce qu'au fond de moi, j'étais alpiniste et je rêve de survoler un 8000. C'était vraiment... personne n'a fait. Je ne sais même pas si physiquement un parapente pouvait monter là-haut. Redescendre, oui, mais monter, on ne sait pas. Et pour moi, c'était un rêve. Donc y aller. Par contre... à aucun moment j'ai pensé tiens, ça va me faire permettre de battre le record du monde ou de quoi que ce soit. Pour moi, ça me passait vraiment au-dessus. Moi, le but, oui, je voulais survoler un 8000. Donc oui, j'ai organisé comme ça, mais c'était un rêve enfoui et j'y croyais pas du tout en allant dedans. Ouais. J'ai provoqué la chance, mais j'y croyais pas du tout. Et d'où elle t'est venue l'idée de cette expédition de vouloir faire 5-8000 en l'espace de 12 jours, 20 jours? Ouais, j'ai mis 20 jours là pour le faire. Parce que, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne aux éditeurs? En gros, tu pars avec ta tente et ton... Voilà, je parle de la nourriture, souvent l'autonomie, suivant les expéditions, entre 10 et 20 jours d'autonomie de nourriture. Ouais. Ma tente, et en fait, je suis autonome au niveau électricité parce que j'ai des panneaux solaires et tout ce que l'on veut, et je reste 20 jours dans les montagnes. Là, typiquement, j'ai des sacs qui sont très lourds, qui font 30-35 kilos, parce qu'il faut porter le parapente, la tente, de quoi survivre, de quoi réparer les choses, parce qu'on est isolé de tout. Et je suis en itinérance, et on peut faire de quelques kilomètres par jour si la météo est mauvaise, jusqu'à 200 kilomètres par jour. Donc ça peut aller très vite. Là, j'avais prévu 1200 kilomètres. Et voilà, j'aime beaucoup faire ça, je l'ai fait un peu partout dans le monde, en fait, c'est ma façon de voyager. Et là, l'idée, voilà, je suis simplement parti autour de ces 5-8 000. Ouais. Et comment est-ce que tu sais où est-ce que tu vas te poser Parce que c'est des milieux assez hostiles, généralement, que tu fais. Tu sais, quand tu décolles, tu sais jamais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Alors, c'est pas du tout. Pardon, c'est pas du tout. Oui et non, c'est que je sais pas où je vais aller exactement. Mais par contre, chaque projet, en fait, ce qu'on voit, nous, c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a quasiment 1 an de préparation par projet, où c'est de l'étude de cartes au maximum. Et dans la tête, je sais exactement, à quelque chose près, où va aller mon parcours. Et après, sur ce parcours-là, je connais un petit peu, j'ai analysé toutes les montagnes qui, théoriquement, pourraient poser, parce que je vois si elles sont plus ou moins raides. Et après, c'est à l'œil. C'est-à-dire, quand je suis dessus, c'est à l'œil. Je sais dans quelle vallée il faut pas aller, mais à 5 ou 10 kilomètres près, je sais pas du tout où je vais aller. Ok, donc pour une expé, tu mets 1 an à étudier les cartes et à préparer le terrain, on va dire. Alors, il y a pas que ça dedans. Il y a voir la faisabilité du projet, analyse la météo, des vents, prendre des avis locaux, de prendre faire de la recherche d'informations, avoir les autorisations. Et oui, quand même, le plus gros travail, ça reste les cartes. Ok. Et du coup, ce qui peut rendre le projet impossible, c'est des vents trop forts ou des... Il peut y avoir la météo en Amérique du Sud, j'étais confronté à ça.
Toute la Patagonie ou entre des vents extrêmement violents et des forêts à perte de vue où il n'y a pas un seul mètre carré pour poser le parapente. Donc voilà, on peut ni décoller ni se poser, on peut pas y aller. La météo, après j'ai beaucoup de problèmes d'autorisation parce que moi j'aime bien quoi. Le parapente c'est la montagne et la plupart des chaînes de montagne sont à la frontière de pays. Résultat, il faut avoir l'autorisation de passer d'un pays à l'autre par les montagnes et c'est très rare que c'est lieu. D'accord. T'as déjà eu des problèmes à cause de ça d'ailleurs ou... Parce que j'ai vu que tu avais fait des pays très exotiques, pas toujours des démocraties. C'est pas tout le temps facile. Ouais. Il peut y avoir des petits soucis, ouais. Après, il faut faire avec. Ok. Et, dans une expédition comme ça, tu nous as dit que tu prenais 35 kilos de matériel. Il y a quoi concrètement dans ton sac? Alors, il y a beaucoup de choses. Ça dépend vraiment de l'expédition. Du type, voilà, parce que par exemple, la traversée de la cordillère des Andes, donc l'Amérique du Sud, où c'est du désert, là, ce qui pèse très lourd dans le sac, c'est l'eau. En fait, tu risques de pas croiser d'eau pendant des jours et des jours. Les peu d'eau que tu trouves, c'est des rivières, et ces rivières, elles sont quasiment pas toutes, mais une grosse partie ont une mine dessus, donc l'eau est polluée par les métaux lourds, donc tu peux pas la boire. Donc on avait souvent 5 à 8 kilos d'eau tous les jours à porter, au cas où. Voilà. Donc ça c'est l'essentiel du poids. Après des pays comme je sais pas, le Pakistan, la première année c'était l'oxygène. J'avais 6 kilos d'oxygène au cas où. Je l'ai jamais utilisé. La seconde fois je suis parti au Pakistan, j'ai pas repris l'oxygène. Mais la seconde fois je suis allé en alpinisme, donc j'avais tout le matériel d'alpinisme. Voilà. Après suivant, j'essaye de faire en sorte que mon sac dépasse jamais 35 kilos parce qu'après faut voir quand même que je marche souvent 1000 à 2000 mètres de dénivelé pour aller trouver un décollage. Et donc au-delà de 35 kilos, moi, je galère trop. Et donc je fais en sorte de me prendre la nourriture qui complète ces 35 kilos. C'est-à-dire que si je fais dans un pays où je sais que j'ai un sac qui est énorme, je vais prendre moins de nourriture. Je dis je vais redescendre tous les 5 ou 10 jours à chercher la nourriture. Par exemple, la traversée de Nouvelle-Zélande, où j'avais quasiment rien, j'ai pris 20 jours d'autonomie. Parce que j'avais que la nourriture à prendre, le reste était léger, et j'avais un sac de 27-28 kilos uniquement. Bon, après, on parle de nourriture, mais on mange quasiment pas. C'est vrai. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, j'avais 250 grammes de nourriture par jour. C'est rien du tout. Je pensais que c'était réalisable, et avec un peu de recul, pas du tout. J'ai perdu la première semaine, j'ai dû perdre 7 ou 8 kilos. Après, ça stabilise le poids, mais l'énergie fonctionne plus. C'est-à-dire que on était deux, j'étais avec Benoît, là, on partait dans la traversée. Le matin, on se levait, on essayait de pas manger. Dès qu'on marchait, qu'on tombait à genoux, qu'on n'avait plus à suivre l'autre, on mangeait juste une cuillère de nourriture et jusqu'à que ça rebloque et on espérait que ça nous tienne jusqu'au soir. C'était un enfer, je n'en ferai jamais. Maintenant je me suis stabilisé à 400 grammes de nourriture par jour et 400 grammes ça... les premiers jours d'expé on n'a pas faim parce qu'on a un peu des réserves d'avant, mais c'est vrai qu'au bout de 15-20 jours c'est pas assez. Mais ça fait une moyenne qui passe bien et au moins je sais que j'ai 400 grammes, je pars 10 jours, hop 4 kilos, parfait. Et ça représente combien de calories et c'est quoi, c'est du lyophilisé que tu prends ou... Alors c'est rare, je prends du lyophilisé. Question de coût souvent. Puis c'est pas forcément le plus énergétique. Ça dépend, c'est bien meilleur. Mais moi, je me suis basé sur quelque chose qui est tout simple. Quand je pars maximum 20 jours, parce qu'après c'est un peu lourd, c'est la semoule. D'accord. En fait, la semoule, on a besoin de l'eau. On peut prendre de l'eau froide, parce que souvent, elle a le gaz aussi pour cuisiner. Et le fait d'avoir de la semoule, si on est en panne de gaz, on met de l'eau froide, ça marche. Et sinon, le seul gaz qu'on utilise, pour faire un peu d'eau chaude, mettre dans la semoule, tu n'utilises pas grand-chose, je fais une fois par jour. Après, tu vas me dire, ça n'a pas de goût. Certes, alors ce qu'on fait pour compenser un peu ce problème-là, c'est qu'on prépare des sachets de semoule tout prêt. Donc, on sait que c'est une dose pour un jour. Dedans, on met un peu de sel. On prend une soupe genre de tomates lyophilisées qu'on met dedans, ou on met n'importe quoi comme soupe, ça donne du goût simplement, et ça nous permet de tenir. De toute façon, quand t'as faim, tu manges, tu t'en fous du goût. C'est clair. Écoute, c'est excellent. En tout cas, je voyais pas la semoule de ce œil-là, mais effectivement, c'est hyper intéressant en termes ratio poids et calories. Voilà, volume à tous les niveaux, c'est intéressant. Ok, super cool. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es en l'air et que t'es en train de voler sur une crête? Parce qu'on voit dans tes vidéos que des fois tu passes à quelques centimètres d'une crête. Tu ressens quoi à ces moments-là? C'est dur de dire à un moment particulier.
Moi, souvent, si je m'approche des crêtes et tout ça, c'est simplement parce que c'est beau. Hein. Moi, je suis alpiniste, j'aime bien voir le rocher de près, de le voir. Ouais. Après, c'est plutôt une sensation globale. C'est-à-dire que moi, quand je pars dans mes expés, je me dis, ben voilà, j'ai mon parapente, ma tente, et je peux aller où je veux. Je vais faire 1000 bornes, 2000 km, j'ai fait jusqu'à 3000 km dans un voyage. Ouais. Tu es libre. T'as aucune attache, t'as rien. L'énergie, c'est toi qui l'as fait avec ton énergie solaire. Tu bouges, t'as la nourriture. Voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est cette sensation de liberté que je recherche. Et après, ben, dans le vol, être près d'une crête ou tout ça, pour moi, tu vois quelque chose qui est beau, t'y vas, tu t'en approches. C'est c'est global. C'est pas juste cette crête-là ou c'est juste, voilà, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Je connais interdit. Pour moi, c'est la notion de liberté pure. Ok. Et par rapport à la liberté, je voulais Enfin, il y a une question que je me posais parce que moi j'ai des parents, par exemple, un peu craintifs. Et tu vois, quand toi tu pars tout seul sur des grosses expéditions de plusieurs semaines, c'est quand même assez dangereux. Il y a personne dans ton entourage qui a essayé de te retenir ou qui s'inquiète pour toi, et qu'est-ce que tu leur réponds? Ah si, ça a été dur, très dur au début pour mes parents. Surtout que moi, les premières expéditions, je refusais d'avoir un contact quel qu'il soit, pas de téléphone satellite ou quoi que ce soit, donc il n'y avait aucun message. Maintenant je prends une petite balise juste pour envoyer un texto de temps en temps pour dire tout va bien. Et non, c'était dur, oui bien sûr, ils ont pas envie, mais ils veulent pas non plus brider ma vie, ou de toute façon ça servait à rien de m'interdire, moi je serais parti. Et ça ils l'ont très bien compris, donc oui, ils m'ont fait comprendre que ça allait blesser. C'était difficile pour eux, que c'était très long, que tout ça, mais ils sont jamais opposés en disant en déshérite ou tu rentres plus chez nous si tu vas. Voilà, ils ont accepté et ils savaient qu'il fallait faire avec, et voilà, il fallait travailler ensemble là-dessus. Ok. Toi, t'as eu des petits arguments ou des choses qui ont permis de faire avancer le débat en ta faveur, hormis cette envie Non, de liberté? juste que je pense que mes parents, mes proches et tout ça savent ce que c'est que la liberté, savent ce que c'est que d'aller au bout de ses rêves, et qu'on peut pas l'enlever. Donc faut prendre sur soi et l'accepter. Et tu sens très vite chez quelqu'un si dans la voix tu peux parler, ça changera rien. Ouais. Et ça on le ressent, et ça sert à rien d'aller contre dans ce cas-là. Ouais, c'est clair. Et au contraire, faut encourager pour que ça se passe mieux. Ouais, c'est clair. Tu viens de mentionner les rêves. T'en as, toi? Mais j'ai que des rêves. Tout ce que je fais, ce sont des rêves enfouis que j'ai envie de réaliser. Et des rêves, j'en ai encore plein. Et je pense que la vie suffit pas pour tous les faire. Ok. C'est quoi le prochain, du coup, que tu vas réaliser? Prochain petit rêve ou gros rêve? Allez, les deux. Le petit rêve dans les 6-12 mois qui arrivent, et gros rêve. Alors le problème, sinon. c'est que c'est pas évident de parler de ça, parce que dans les prochains petits rêves entre guillemets, quoi, c'est-à-dire les prochains projets, c'est des choses qui sont un peu inédites, qui sont un peu nouvelles, et c'est pas évident d'en parler tant que c'est pas fait, parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire prendre l'idée. Ok. Mais voilà, ça sera dans les montagnes, et plus le temps passe, plus j'ai envie d'être multisport, donc ça va être un mixte un peu nouveau là-dedans. D'accord, ok, génial. Bon, en tout cas, du coup, j'encourage les auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux, hein, pour voir un petit peu ce que tu nous réserves. D'ailleurs, tu vois, quand je regarde un petit peu ton contenu, et quand je regarde tes vidéos, je me dis, mais putain, il a une vie de dingue, il fait sa passion tout le temps, il est toujours en voyage. Là, moi, en ce moment, je suis à Paris, j'en peux plus, j'ai la bougeotte. Euh, Est-ce que tu vis de ta passion, et comment est-ce que tu t'organises pour te rémunérer? Alors, comment je m'organise pour me rémunérer? Ben, c'est là que c'est compliqué. Pour moi, tu as deux choses dans la vie. Soit tu travailles, tu as plein de sous et tu fais ce que tu veux, mais tu pas de temps. Soit tu dis, ben, je travaille moins, j'ai moins de sous, mais beaucoup de temps. Et au final, moi, j'ai pris la notion de, ben ouais, ben, je veux pas travailler plus, je veux pas plus d'argent, mais comment je peux en dépenser moins. Donc, j'ai tout orienté sur comment moins dépenser. Ben, je sais pas, l'année, moi, j'ai un énorme potager chez moi, je vis à la campagne, je me fais à manger pour l'année avec le potager. J'ai une très vieille voiture qui roule à peine, voilà, ma maison je l'ai construite, et je dépense pas d'argent, et j'arrive plus ou moins à voyager. Après, moi, c'est tout récent où, entre guillemets, je survis avec les partenaires pour financer mes expéditions. Voilà, je pourrais en chercher plus et tout ça, mais je sais pas que je suis fainéant, c'est que ce que j'aime, c'est mes expés. Donc dès que j'ai collecté assez d'argent pour partir, je pars. J'y vais. Je vais pas en chercher d'autres. Voilà. Moi, je me rappelle ma dernière expé, non, l'avant-dernière expé au Pakistan.
Je suis retrouvé, j'étais donc au Pakistan, un pays pauvre, etc. Moi, dans les hôtels, je dormais avec ma tante dans les jardins des hôtels. Je leur demandais. Et les gens me donnaient, mais comment ça se fait que tu dormes là-dedans? Bah, j'ai pas les sous pour payer l'hôtel. Moi, je préfère partir 2 mois que partir un mois à l'hôtel. Ouais. Même si c'est des pays pauvres, peut-être c'est 10 euros par jour ou 15 euros par jour, mais ça me permettait de rester 2 mois là-bas. Ouais, ça c'est génial. Du coup, t'as campé dans Tout le temps. jardins d'hôtel. Tout le Ouais. temps. Et ils te laissaient prendre des douches ou non, même Ouais, pas? ouais, non, tu payes, mais souvent, quand c'est autorisé, t'en vois rarement, mais tu leur poses la question, ils disent ouais, pas de souci, t'as accès au sanitaire, t'as éventuellement une petite cuisine ou donc ouais, c'est pas mal. Ah, c'est génial, faut absolument que je tente. Et ouais, tu t'es jamais dit, allez, je vais bosser 1 an, je vais lever des fonds pendant 1 an ou 2, et comme ça, bah, je peux partir encore plus longtemps. C'est peut-être ce que tu es en train de préparer en ce moment. Oui et non. Sur du court terme, si on regarde juste le passé, j'ai un projet, je veux y aller. Donc Ouais. soit c'était bien avant, j'allais travailler, je trouvais des petits travaux, ou quand j'étais à la fac, parce que je suis enseignant à l'université, j'allais faire des heures sup pour me payer, j'avais mon argent, je partais. Ok. Maintenant, j'ai des projets, j'essaye de démarcher un petit peu des partenaires, et dès que j'ai atteint juste la somme qu'il me faut, hop, je pars. Moi, je peux pas attendre. Si j'ai un projet, oui, qui dure 10 ans, oui, je vais travailler pour avoir 10 ans d'argent devant moi. Mais faudrait travailler tellement longtemps que je suis pas sûr d'être capable de tenir travailler aussi longtemps. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et là, récemment, du coup, avec les partenaires, euh, qu'est-ce qu'eux, ils attendent de toi en échange? Typiquement, tu me parlais juste hors antenne, tu m'as raconté un petit peu comment fonctionnaient les films. Donc toi, tu tournes énormément d'images pour tes partenaires, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, Ok. bah en fait, un partenariat, c'est pas une boîte qui vient, qui donne de l'argent, qui dit va te faire plaisir, faire ton Pars en expé ou quoi que ce vacances. soit. C'est ça. C'est de la publicité, Ouais. purement. C'est-à-dire que une personne qui voit la marque, tu gagnes quoi. En fait, on va dire que la notion de base, c'est la publicité télé. Par exemple, une pub aux 20h, ça coûte je sais pas combien de millions d'euros, il y a tant de personnes qui le voient, et avec ça, on peut dire, une personne qui voit la marque, c'est 0,0001 centime, par exemple. Ouais. Et voilà, si un sponsor donne, par exemple, 10 000 euros, il faut avoir tant de millions de vues pour aller en face. Parce qu'un sponsor va pas donner, s'il donne de l'argent, c'est pour que la marque soit visible, donc Ouais. ce qu'il faut, c'est la visibilité. Donc voilà, c'est juste un échange de visibilité contre de l'argent. Et toi, t'as pas eu peur de tomber un peu dans cette course à la visibilité, justement? Parce que le jeu des réseaux sociaux, c'est un jeu un petit peu compliqué. Tu vois, si demain Facebook il décide de fermer ta page, t'es cuit entre guillemets, tu vois. Donc, t'as pas, enfin, c'est pas un jeu qui te fait peur ou c'est pas un jeu qui te. Alors moi, je me suis un peu ôté tous ces stress, parce qu'effectivement, on est sportif, même on se blesse, on fait plus rien, Ouais, c'est ou vrai. la communication marche plus, on fait pas assez de résultats, on a plein de choses qui peuvent arriver qui mettent beaucoup de pression et de stress. Moi, j'ai enlevé ce système-là juste comme je disais, j'étais enseignant à l'université. Ouais. Je garde encore quelques heures, un petit pied à la fac, où je travaille, j'avoue, uniquement 3 mois par an à l'université. C'est la période où je fais mes conférences, où je fais mes films, où j'avance. Voilà. Donc le jour où j'arrête mon boulot de sportif, je reviens bosser à l'université. Ok. Donc à partir de là, j'ai plus de stress. Tant que ça fonctionne, je le fais, je le continue. J'espère le faire toute ma vie et j'y compte bien, parce que ça marche de mieux en mieux. Mais en cas de souci, j'ai ça. Ok. Et c'est surtout, je pense, pour le mental que ça aide. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est clair. Bah faut aussi rester un petit peu peut-être connecté et pas complètement, tu vois, enfin, complètement se déconnecter de la vie réelle et de savoir ce qui peut se passer. Et même toi, j'imagine que ça doit des fois t'aider, peut-être dans des discussions avec des sponsors ou dans ta vie de tous les jours, quoi, tout simplement de pas être complètement déconnecté, quoi. Mais je voulais un peu revenir sur, euh, sur tes expéditions, notamment sur le fait que j'avais vu que tu avais été élu aventurier de l'année par National Geographic. Ça a changé beaucoup de choses pour toi? Alors j'ai été nominé, je n'ai pas été élu. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, le National Geographic, il sélectionne les 10 plus gros aventuriers que eux déterminent de l'année. Ouais. Et après, entre guillemets, ils font l'élu, c'est le public qui vote. Ouais. Parce que eux, ils disent, c'est les 10 meilleurs, et en fait, c'est pas participer le public, voilà, ils font quelqu'un. Ça a changé quelque chose, sincèrement, non. Ouais. Si, ce qui a changé, éventuellement, si moi je vois quelque chose, c'est uniquement quand je me présente et que je démarche un sponsor.
Avant, t'envoyais un mail, t'avais pas de réponse. Maintenant, dans ton mail, tu dis nominé aventurier de l'année, t'as une réponse négative, mais t'as une réponse. Ok. C'est déjà pas mal. Et ok. Et c'était déjà arrivé du coup d'avoir des sponsors qui viennent te voir en te proposant des destinations, ou est-ce que c'est toi qui les choisis et... Non, moi, je décide tout seul. Ouais. Vraiment, moi, je dis, je vis sur mes rêves et c'est pas quelqu'un qui décidera de ma vie. Donc moi je décide de faire ça. Ça m'est jamais arrivé qu'un sponsor me vienne en disant je veux que tu ailles là-bas. Mais par contre, clairement, j'ai un sponsor qui me dit on a un projet là-bas qui va durer 10 jours pour faire telle chose. Si c'est une destination qui me plaît, ah oui, j'irai, ça, y a pas de souci. Le projet est tout fait parce qu'en fait, faut voir qu'entre un projet qui est tout fait, qu'on me dit viens avec nous, quand on m'invite à venir, c'est génial parce que ce qu'on voit ce qu'on voit uniquement dans l'expédition, c'est le sommet de l'iceberg. Mais c'est la préparation qui est avant qui est monstrueuse. Donc, si un sponsor me dit va dans tel pays, mais démerde-toi, faire toute la préparation et passer 1 an quasiment. Alors, c'est pas 1 an de suite, hein, c'est un mois. Quand j'ai 1 mois devant moi, je travaille 1 mois et ça cumule. Et au bout d'un moment, il me faut 2-3 ans pour préparer une expé. Moi, je le ferai pas pour un sponsor. Par contre, si tout est mâché, que j'ai plus qu'à venir et me faire plaisir, entre guillemets, oui, si le pays me plaît, j'irai. Ok. Mais on m'imposera pas. Et c'est quoi, tu peux nous raconter un petit peu ta dernière expé? Dernière expé, ça dépend laquelle. Les grosses ou les petites? La dernière grosse, allez. Dernière grosse, tu veux parler du... c'était quoi le Pakistan ou Bulgarie? C'est laquelle? La Bulgarie, ouais. Ah, la Bulgarie, ouais. Pour moi, c'est une petite expé, c'est pour ça que je te demandais. Mais la Bulgarie, pour moi, c'était un tout nouveau trip. Alors, c'est toujours pareil, le vol bivouac, où on part juste pour traverser le pays. On voulait faire, je sais plus, 5 ou 600 km. Au final, on en a fait un petit peu moins. Tu l'as fait en combien de temps ça dépend que de la météo. Tout seul, je pense, j'aurais pu mettre 3 à 4 jours. Là, l'idée était une idée. Alors moi, j'ai toute une liste d'endroits, de pays que je veux traverser en vol bivouac. Et ça faisait partie de ma liste. Et en fait, c'est le club local qui m'a envoyé un mail qui m'a dit viens chez nous. J'en reçois très souvent. Viens traverser notre pays en vol bivouac. Voilà, c'est les passionnés de ce sport-là. Et moi, souvent, je réponds bah oui, je viendrai un jour, mais je sais pas quand. Et puis là, c'est un moment où j'étais libre. Et j'ai eu l'idée, je dis ok, je viens chez vous. Je rêvais de le faire, donc y aller. Mais je suis tout seul, j'ai pas envie d'y aller seul, donc je propose à quelqu'un de venir avec moi. Et là, ils m'ont dit, nous on a quelqu'un qui peut correspondre. C'était une championne de Bulgarie, c'était une fille qui est très très bonne en parapente, mais qui ne connaissait rien entre guillemets à l'aventure, c'est-à-dire partir avec sa tante. C'est peut-être la première fois qu'elle dormait en tente de sa vie, qu'elle découvrait comment ça fonctionnait. Et donc l'échange, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que j'ai fait ce projet, j'y suis allé. C'est que il y avait l'apprentissage de vivre en nature, c'est-à-dire partir seul dans la montagne, conditions de vie c'est pas les mêmes. Nous, je pars et j'ai rien, j'ai un pantalon, un short, 2 caleçons, 2 t-shirts, point barre. Et avec ça, il faut tenir. On est parti pour 15 jours. Faut tenir, on mange très peu. Le confort de vie, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Voilà, donc il faut l'apprentissage de ça. Le stress, la durée du voyage, et surtout entre nous un gros choc culturel entre les pays slaves et les pays latins, où en fait on fonctionne pas du tout pareil. Et pour couronner le tout, moi je parle anglais très mal. Je me fais comprendre, voilà, ça fonctionne. Et elle aussi. Donc du coup c'était très folklore, fallait qu'on apprendre à se connaître, à tout faire. Et pour moi c'est une aventure humaine pure. Voilà, c'est pour ça que l'aventure, pour moi l'aventure ça peut être humain, ça peut être sportif, ça peut être d'exploration, etc. Et pour moi c'était un mélange entre plus d'aventure humaine et un peu d'exploration. Ok, génial. Et j'ai vu aussi que tu avais fait beaucoup de pays comme le Népal, le Pakistan, la Mongolie. Qu'est-ce qui t'attire spécialement vers cette région? Moi, à chaque fois que je choisis une destination, c'est à 90% pour les montagnes. Je sais que c'est magnifique, c'est beau, j'ai envie d'y aller. Et parfois aussi, comme là par exemple, je pars bientôt en Éthiopie, je pense que c'est très beau aussi, mais c'est aussi pour aller à la rencontre d'un peuple. Et d'aller voir les gens. Alors des expéditions c'est purement alpinisme ou purement performance, et d'autres c'est pour un mélange de tout ça. Et en fait le parapente, imagine toi dans un pays entre guillemets pauvre ou fermé par les médias, ou qui ont pas tout ce qu'on a nous, dans les petits villages, t'arrives par le ciel en volant et que tu leur dis que tu vas aller à 1000 km à un endroit qu'ils ont juste entendu parler de nom et c'est l'autre bout du pays.
pour eux c'est complètement c'est presque impossible. Ils te prennent quasiment entre guillemets pour un demi-dieu et tout de suite ils t'invitent chez toi, tu discutes ouvertement, tu parles, tu te découvres et pour ça c'est absolument génial. Ouais. Pour la rencontre, j'adore. Et du coup, c'est quoi le pays que tu as préféré pour les gens que tu as rencontrés? Alors pour les gens, chaque pays différent, a ses avantages, ses inconvénients. Je sais pas s'il y a un pays que j'ai préféré que d'autres. Parce qu'il y en a où les gens sont très très gentils, mais ça reste un peu superficiel, on va dire. Ou d'autres, les gens, non, au contraire, sont très profonds, mais tu vois, ils sont moins rigolés, moins tout ça. C'est que des gens différents. Donc c'est très dur de dire qu'il y a un endroit qui est mieux que d'autres. Ouais, bien sûr. Typiquement, pour les gens qui connaissent un petit peu mieux, pour se rendre compte des choses, si on prend un latin ou un slave, on peut dire ouais, le slave il rigole jamais, il est fermé, l'impression que c'est froid et tout. Moi j'ai tendance à dire oui, certes, mais nous à l'inverse, on est entre guillemets, je suis désolé du terme, on est faux cul à souhait. Tu connais pas quelqu'un, tu dis bonjour, c'est ton meilleur pote et tout ça, et ça reste très superficiel. Bien sûr. Alors qu'à l'inverse, tu vas dans un pays slave, au début c'est froid, il se passe rien, mais dès que tu connais l'autre et t'es devenu un vrai copain, tout est génial. Tu rigoles, tu fais et tout se passe, donc quelque part c'est pas faux cul. Donc je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est des versions différentes. On peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Et dans tous les pays, les peuples du monde, pour moi c'est comme ça. Il faut aller le découvrir, il faut voir qu'est-ce que c'est et voilà. Mais par contre, après j'ai une tendance à dire que les peuples africains, c'est un peu différent et j'aime vraiment beaucoup ces contrées-là et chaque pays est vraiment différent. T'as déjà fait l'Afrique là? J'ai fait pas mal de pays d'Afrique, ouais. Alors pas forcément en vol en vol bivouac, performance et tout ça, mais étant adolescent, j'ai pas mal vadrouillé en Afrique de l'Ouest, tout seul avec mon sac à dos et j'ai la découverte du monde et c'est intéressant, humainement parlant. Donc là, tu retournes pour l'Éthiopie du coup? Oh, j'y suis allé, j'ai fait en vol bivouac, j'ai fait le Kenya, la Namibie et tout ça, mais voilà, l'Éthiopie sera un peu plus un voyage humain. Ouais. Ok, trop cool. Et c'est quoi il y a un paysage qui t'a marqué un peu plus que les autres? C'est comme les peuples, c'est vraiment partout. Pour les paysages, si on veut dire quel paysage de montagne m'a le plus marqué dans le monde, c'est sans souci, c'est le Pakistan. Pour moi, c'est le plus beau pays montagneux du monde. Il y a des montagnes énormes de partout. Pour moi, c'est bien au-dessus du Népal en termes de beauté. Mais c'est pas pour ça que je veux dire que le Népal est moche. Hein. Ouais, c'est vraiment que ça. C'est juste que je mets un cran au-dessus. Après, c'est magnifique, mais il y a plein de pays. Non, c'est dur de faire en sortir un. Par thème, je pourrais dire lequel je préfère, mais dire quel est le plus beau paysage du monde, non, pour moi, je peux pas. Ok, génial. C'est quoi une bonne journée pour toi? Dans la vie de tous les jours en expé on a dit une bonne journée. Une bonne journée, non, moi, c'est forcément en expédition. J'adore ça, moi, c'est me lever en nature, seul dans la montagne, seul ou à deux, je dis seul, c'est avec qui on a décidé de partir en montagne, avoir du beau temps, de prendre le temps, d'être libre de faire ce que l'on veut. Donc souvent c'est aller voler, se laver un peu, aller dans un petit lac, puis voler, je sais pas, 5-6 heures, puis trouver un bel endroit et dire bah tiens je vais me poser là, se poser là, préparer le bivouac du soir, faire un petit feu, regarder les étoiles, voilà, puis recommencer et savoir surtout. Ce qui fait que la journée est belle, c'est savoir que demain sera certainement pareil, et encore après-demain, jusqu'à que moi j'en ai marre. Et j'ai pas de limite. Pour moi, c'est la liberté, et ça, c'est une belle journée. Ah, je t'envie. Et c'est quoi ton pire souvenir? Pire souvenir. Je pense que c'était une de mes dernières expés au Pakistan. Où c'est une expé qui s'est très mal passée du début à la fin. Bon, j'ai fait plein de choses super, mais dans ma tête, pour moi, ça s'est mal passé parce que dès le premier jour d'expé, je me casse la cheville, voilà. Et à un moment d'expédition, en fait, on se retrouve suite à une erreur sur un 7000. On est posé dans la montagne avec un copain, Damien. Et en fait, je fais pas mal d'exploration. Enfin, nous, c'est l'exploration du corps et tout ça. Et sur le système d'exploration de l'acclimatation à haute altitude, on a fait une petite erreur et je me retrouve avec un œdème cérébral, voilà, à 7000, quoi, à 6002 ou 6003, je sais plus. Bon, peu importe, ça n'a aucune importance. Et on se trouve coincé par le mauvais temps, où moi je peux quasiment plus bouger. Le copain va pas bien non plus, il est meilleure attaque que moi, mais ça va pas. Et on commence à dire bah ouais, on va peut-être rester là, quoi. On ne pourra pas partir, ça annonce mauvais temps pour les prochains jours.
Et on n'y croit pas à la mort, mais on y pense quand même, en disant ben ouais, peut-être que là je vais pas repartir. Et pour moi, c'était un très mauvais moment, pas pour avoir peur de la mort, mais c'est que le copain en fait était papa d'une petite fille qui a 6 mois. Et quand je lui ai proposé l'expédition, c'était avant que je sache qu'il allait être papa, parce que l'expédition ça se prépare bien avant. Ouais. Et entre-temps, il était papa, et là il était très jeune papa, quoi, très jeune non, que papa plutôt d'une très jeune petite fille. Et pour moi, ça m'a traumatisé d'être, si ça se passait mal, d'y être. Alors, on était très loin de la, quoi, genre, assez loin de la mort, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe, ça m'a traumatisé parce que, voilà, j'ai plus l'impression d'être responsable que de moi, j'ai l'impression d'être responsable de moi et du copain qui, lui, est papa, et pour moi, ça m'a traumatisé pendant assez longtemps. Oui. Ok, c'est hyper touchant ce que tu dis. Il y a un sportif ou un aventurier qui t'inspire? Je dirais qu'il y en a plein qui m'ont inspiré, surtout dans le passé, et qui m'ont fait rêver et que voilà, j'ai envie de faire. Des aventuriers actuels, il y en a plein. Dans le passé, si tu as des noms à me citer, j'adore ça. Ah, moi, dans le passé, moi, c'est plutôt le monde d'alpinisme. Ouais. Les Messner, les Kimberlander, et choses comme ça, qui allaient explorer Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exploration, en fait. C'est aller voir ses limites et tout ça, et ils allaient explorer les 8000 sans oxygène et sans assistance, sans Sherpa. C'était vraiment les premiers à faire ça. Et pour moi, d'aller tester ces choses-là qu'on connaît pas et on va voir qu'est-ce que c'est, je trouve ça magique. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de le refaire, que j'essaie de mélanger l'alpinisme avec le parapente, parce que personne ne l'a fait. Voilà, je vais voir les limites. Et... Ok. Bon, bah, je regarderai un petit peu plus leur travail parce que je connais pas bien. Tu te vois où dans 10 ans, toi? Exactement pareil. Clairement, je pense que je ferai plus des podcasts. Non, je me vois pas vivre sans être autour du monde, et j'aimerais bien faire un voyage comme ça sans limite, mais sur 10 ans ou 15 ans, voilà, mais plus partir en mixte entre un van, déjà j'aimerais bien parcourir toute l'Europe, toute l'Asie jusqu'au Japon comme ça, et faire une autre partie du monde en bateau, et juste voyager, rencontrer des gens et partir avec son parapente et sur des petites parties. Ouais. Un tour du monde sans fin en fait. Ok, c'est un beau projet. Y a des choses qui pourraient encore te faire peur? Tout me fait peur. Ok. Non, la peur pour moi, ça fait partie de nous. Si on n'a pas peur, il y a très longtemps que je serais mort d'ailleurs. C'est ce qui me maintient en vie. Donc Ouais, oui, vrai. et je veux pas m'enlever ces peurs. Quand j'étais jeune, j'avais peur de tout. Je suis passé au-dessus. Maintenant, j'ai presque entre guillemets peur de rien. Et je préfère essayer de garder cette peur-là pour me maintenir en vie. Ouais. Donc chez toi, la peur, c'est un vrai moteur, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Mais c'est marrant parce que tu vois, on parle beaucoup du stress en ce moment, stress au travail, dans la vie de tous les jours. Et on oublie qu'en fait, c'est un réflexe humain, le stress, et qui nous prévient d'un danger. Donc tu vois, si tu te sens pas bien, je sais pas, dans ton boulot et que ton boulot te stresse, c'est qu'en fait, tout simplement, tu te sens pas bien et que tu as un signe de ton corps, de quelque chose que ton cerveau essaye de refouler, tu vois. Et, et du coup, ça m'inspire vachement ce que tu dis, tu vois, euh, d'être aussi connecté à sa propre peur et à son propre stress, quoi, tu vois. Toi, t'as l'air très connecté à tes peurs, en tout cas. Ouais, mais moi je dissocie le stress et la peur. Ouais. Parce que pour moi, la peur, c'est quelque chose de bon et de formateur. Et le stress, c'est un petit avertissement qui, moi, me fera pas reculer. Et justement, des fois, on rentre dans le stress qui dure, et le stress qui dure, pour moi, est très négatif. Et celui-là, je le maîtrise pas du tout. Ouais. Clairement, non. Est-ce que tu as un plus bel échec? Le plus gros échec que j'ai eu, mais qui a été très formateur au final, c'était une expé au Népal. On est parti avec un copain de Katmandou dans l'idée d'aller faire un 7002 en autonomie complète depuis Katmandou. C'est-à-dire sans aucun moyen motorisé, sans rien, tous ceux qui partent sur les montagnes, ils prennent au moins des porteurs jusqu'au camp de base, une logistique pour manger, tout ça. On est partis tous les deux. T'as des copains qui vivent à Katmandou, toi? Non, avec un copain depuis Katmandou. Depuis Katmandou. Okay. Non, il vivait pas Katmandou. Et en fait, ça a été une expé mais catastrophique. Le trek, on avait prévu comme on allait parapente, aller dans 2 jours, on est à la montagne. Ouais. On a mis quasiment une semaine, 10 jours. On a marché, on avait des sacs de 42 kilos, 45 kilos. On a marché pendant 10 jours, on est arrivé épuisé. Et une fois qu'on est arrivé sur place, on a eu à peu près 3 semaines de neige continue. On a quasiment rien fait et on est rentré à la maison sans avoir rien fait. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là, du coup? Eh ben que ça nous remet toujours à notre place. Hein. Nous, on est dépendants de la météo.
Et voilà, hein, elle gagne toujours, quoi. Les éléments gagnent toujours, donc si t'as pas un peu de chance, voilà, hein, faut rester humble, tu vis avec, c'est tout. Après, on a quand même fait des choses, hein, sur cette expédition-là, parce qu'on a vu, on pouvait partir justement en autonomie, on pouvait porter des gros sacs, notre système d'aller faire de l'alpinisme avec un parapente fonctionnait, on a pu le tester et je l'ai refait après. Et oui, c'est quand même, faut prendre ses échecs. Et d'ailleurs, c'est, le hasard fait les choses, c'est comment on est resté 3 semaines à attendre le beau temps. Tous les jours tu dis demain il va faire beau, puis demain il va faire beau, ça dure. Et j'ai écrit mon premier livre sur cette expé là. D'accord. Je m'ennuyais tous les jours, donc j'avais une tablette et j'ai écrit mon livre entièrement sur la tablette et au final je trouvais ça assez marrant. Il s'appelle comment ce livre? En vol vers les 8000. Ok, et du coup tu racontes une expédition. Une expé d'avant, quoi, 2 expéditions d'avant. En fait, l'expédition on a rapidement parlé tout à l'heure, où j'ai survolé un sommet de 8000 mètres, 8100 et quelques, et la traversée de la Nouvelle-Zélande en autonomie pendant 20 jours. Voilà. Ok, trop cool. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ou est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué plus que les autres? Un conseil, non. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut écouter ses rêves, il faut essayer de les vivre. Voilà, c'est un peu mon éthique de vie. On me l'a certainement dit plein de fois, mais je sais pas pourquoi me l'aurait dit, mais en fait, on me le dit souvent, et pour moi, je l'ai écouté et je l'ai fait tout le temps, et je pense que c'est important pour son équilibre personnel. Ok. Est-ce que toi, tu fais beaucoup de films? C'est quoi le film que tu as fait dont tu es le plus fier et que tu aimerais bien, si les auditeurs devaient en regarder un, ça serait lequel? Je pense que c'est mon tout dernier film, qui s'appelle Lost in Karakoram. C'est là où je racontais un petit peu où j'ai cru que j'allais mourir sur la montagne avec Damien. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une collaboration à 3, et c'est ça qui est intéressant, c'est le partage. C'est que moi je suis plutôt parti dans l'écriture du film global. Ouais. Et Damien, lui, il adorait écrire, mais il voulait écrire toutes les parties internes du film, toutes les blagues, pas les dialogues, parce que c'est fait sur place, mais comment tourner les choses et comment le mettre en place. On fait venir les intervenants, ou on les a calés, tout ça. Et un troisième copain qui, lui, a fait le montage et qui a rajouté sa touche personnelle. Et ça fait que l'ensemble de 3 personnes qui travaillent sur un film, mais vraiment en collaboration pure, pour moi, le résultat est assez surprenant. Ok. Où est-ce que les gens peuvent te suivre là aujourd'hui? C'est quoi le meilleur endroit pour suivre un petit peu ton actu et voir ce que tu fais? Je pense que c'est peut-être Facebook, sur Antoine Girard. Allez. Bon, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. On arrive à la dernière question de l'épisode. J'ai coutume à chaque fois de demander le nom d'un sportif que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs, dont tu penses qu'il serait un bon invité pour le podcast Extraterrien. Ouais, moi je penserais à Evrard Van den Boom. Qui est à la fois un sportif mais surtout un explorateur aventurier, et qui a touché plein de sports, et qui travaille surtout avec la nature, et qui va essayer de découvrir et d'aider l'évolution, voir l'évolution de la nature à des endroits un peu fous dans le monde, et qui emmène plein de scientifiques sur ces endroits-là. Donc c'est pas des exploits sportifs, mais c'est des exploits d'exploration, d'aventure et de faire avancer la science, et je trouve que c'est très intéressant. Bah écoute, ça m'intéresse complètement. C'est quelqu'un de francophone? C'est quelqu'un qui est français, qui habite à Grenoble. Ok, super. Qui habite quelques jours par an. Je te demanderai le contact et j'essaierai de l'attraper les quelques jours où il sera là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine. Avec plaisir. C'était vraiment un super plaisir, et écoute, j'encourage vraiment encore une fois tous les auditeurs à te suivre et à regarder ton contenu, et je te remercie beaucoup pour ton temps. Salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!